Étudiant étranger, mon histoire peut être ton histoire, de Hamidou Seck. Dédicace à toi, grand-père, toi qui as toujours cru en moi, bien avant que je ne croie en moi. Toi qui as su voir en moi un avenir brillant, quand, parfois, mes propres yeux étaient voilés d'incertitude. Aujourd'hui, je réalise un rêve que j'aurais tant aimé partager avec toi. Tu n'es plus là pour le voir. Mais chaque page de ce livre porte ton héritage, ton amour et ta foi en moi. Merci pour tout ce que tu as fait et continue d'inspirer en moi, même au-delà de l'absence. À mes parents et ma famille, vous êtes mes piliers, mon refuge, ma force inébranlable. Ce livre est autant le vôtre que le mien, car sans votre soutien et votre amour, je n'aurais jamais eu le courage d'aller au bout de mes ambitions. À ma famille d'accueil, Dougou et sa famille, Demba et sa famille, au-delà d'être modèle et toujours présent, vous avez participé à mon intégration et à la réussite de mes projets. À mon cousin Moussa Sambou, mes deux amis d'enfance Youssouf Sall et Moussa Ba, à chaque étape de ce parcours, vous avez été là, sans jamais douter, sans jamais faiblir. À mes camarades de classe de l'élémentaire jusqu'à l'université, mes deux coéquipiers, Abdourahman Ba et Fatima Tati Djandja, mon encadreur Mamadou Wan, grâce à vous, j'ai compris qu'être bien entouré, c'est être bien aligné. À coach Karamou Sangari, il y a des rencontres qui changent une vie, et la vôtre a illuminé mon chemin. Grâce à vous, j'ai appris que les rêves ne sont pas faits pour être simplement contemplés, mais pour être poursuivis avec ardeur. Et comme vous me dites toujours, suis tes rêves, ils connaissent le chemin. Enfin, à vous, mes chers lecteurs, que cette histoire vous inspire autant qu'elle m'a transformé. Puissiez-vous y trouver l'énergie de croire en vos rêves et le courage de les réaliser. Préface, mot de l'auteur. Il y a des histoires qui naissent d'un rêve, d'autres d'un combat. La mienne est née des deux. Je m'appelle Hamidou Seck, connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Mr Seck. Et si j'ai choisi d'écrire étudiant étranger, c'est avant tout pour laisser une trace, la preuve vivante qu'avec foi, patience et persévérance, tout devient possible. Quand j'ai quitté mon pays natal, je n'avais ni certitude ni garantie, seulement un rêve immense dans le cœur, réussir, évoluer et un jour inspirer les autres à en faire autant. Mais la vie d'un étudiant à l'étranger, c'est bien plus qu'un parcours scolaire. C'est une épreuve de résilience, un voyage intérieur où l'on découvre la solitude, le doute, les sacrifices. C'est dans ce parcours semé d'ambition que j'ai redécouvert ma vraie mission, celle d'aider, de motiver, de transmettre. J'ai compris que le développement personnel n'était pas qu'un concept, mais un mode de vie, une manière de se reconstruire, de se relever après chaque échec. De cette passion est né un métier, une vocation, un appel que je n'ai plus jamais ignoré. Étudiant étranger n'est pas un simple récit, c'est un témoignage vivant. C'est l'histoire d'un jeune homme ordinaire qui a osé croire en ses rêves, qui a écouté son cœur malgré les critiques et qui, un jour, a vu ses efforts le conduire jusqu'à son mentor, son modèle, son inspiration. C'est l'histoire d'une renaissance, d'une passion retrouvée et d'un chemin tracé vers l'accomplissement.
travers ces pages, je veux parler à tous ceux qui doutent, à ceux qui se sentent loin de chez eux, perdus, incompris. Je veux leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Chaque étape, chaque échec, chaque silence a un sens. Le succès ne se trouve pas à l'extérieur. Il commence à l'intérieur, là où naît le courage de ne pas abandonner. Ce livre est une invitation à croire, à persévérer, à se battre pour sa passion et surtout à suivre ses rêves. Hamidou Seck, auteur, créateur de contenu, coach et passionné de développement personnel. Première partie. Avant le départ à l'étranger. Chapitre 1. Contexte familial et éducatif. Le changement commence souvent par un seul pas vers l'inconnu. Dans la vie, il arrive qu'on soit poussé à quitter une zone de confort pour aller vers un avenir incertain, souvent à cause des circonstances. Mais ce premier pas, aussi effrayant qu'il soit, est l'opportunité de transformer sa vie. Comme ce futur étudiant étranger, chaque moment de doute est une chance de prouver à soi-même que notre destinée est entre nos mains. L'inconnu n'est jamais aussi effrayant qu'il paraît, car il est le terrain fertile du changement et de l'épanouissement. Il suffit d'oser. Ce jeune qui vivait dans le confort de son pays d'origine, dans sa région, dans son village natal, prend un jour la décision de quitter cet espace familier pour poursuivre ses études à l'étranger. Il vient d'une famille modeste qu'il qualifie de la manière suivante. Il n'y a pas plus pauvre que celui qui dépend des autres pour toute sa vie et qui considère cela comme une coutume. Sa famille, griotte, est issue d'une belle tradition historique, marquée par une culture riche et profonde. Malheureusement, cette famille a été transformée en ce qu'il appelle une famille mendiante. Le griot était autrefois un homme remarquable, vêtu de ses grands boubous et de son chapeau traditionnel, tangadé, un symbole qui l'identifiait dans cette belle culture peul. Il était connu pour sa véracité, sa discrétion, sa dignité et surtout pour son courage lorsqu'il défendait les rois en pleine guerre, en utilisant les mots comme arme à travers la poésie. Il avait une connaissance profonde de sa famille, mais aussi de celle de ceux qu'il illustrait. Ce griot, grand voyageur, parcourait le monde pour acquérir de la connaissance et découvrir l'histoire des ancêtres de ceux qui l'intéressaient. Quant à la femme griotte, elle incarnait une beauté naturelle éclatante. Son visage radieux était orné de boucles d'oreilles en or. Ses cheveux longs étaient tressés de la manière la plus traditionnelle, selon la coutume des Peuls, surnommée Chosan. Ses pieds et ses mains étaient colorés avec des produits naturels purement africains. Elle était poétesse traditionnelle, une créatrice unique de poésie, jouant avec les mots et les vers. Ses chansons étaient d'une grande profondeur. Chaque parole était chargée de significations difficiles à saisir, mais d'une grande richesse. Autrefois, chaque famille accueillait ce couple avec respect et admiration. Le griot et sa femme étaient considérés comme des princes et des princesses, venus rendre une visite historique et enrichissante. On apprenait beaucoup d'eux, tant sur leur propre histoire que sur celle des familles qu'ils visitaient. Ils étaient les dignes représentants de la culture et de la tradition. Cependant, de nos jours, ce couple, cette famille, est malheureusement perçue autrement. Ils sont souvent vus comme des mendiants, ceux qui ne peuvent survivre sans un mariage ou un baptême pour subvenir à leurs besoins.
Dans la société actuelle, ils sont considérés comme dénués de professionnalisme, de valeur, de travail ou de métier. Pour certains, ils vivent en complète dépendance des autres, attendant l'événement social qui leur permettra de subsister. Le déclic pour changer cette situation survient lorsque cet enfant demande à sa mère, 100 francs CFA, environ 7 centimes d'euros. Et la mère répond, presque tristement, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de mariage ou de baptême. C'est à ce moment précis qu'il se demande, quel rapport y a-t-il entre ma demande et cette réponse? Cet événement marque le début de la prise de conscience des jeunes garçons sur la réalité dans laquelle vit sa famille. Une prise de conscience qui le poussera à chercher une issue, à rêver de quelque chose de plus grand. C'est dans l'adversité que se forgent les plus grandes victoires. La pauvreté, les difficultés et les obstacles sont des réalités auxquelles de nombreuses personnes sont confrontées. Mais ce ne sont jamais des raisons suffisantes pour renoncer à ses rêves. Comme ce futur étudiant, même si la vie nous met face à des défis, chaque épreuve surmontée est une victoire qui construit notre caractère. La vraie richesse se trouve dans le courage de poursuivre malgré les épreuves. Le jeune homme décide alors de briser les chaînes de la tradition et de prouver au monde que le petit griot, celui né dans une famille modeste, peut aller au-delà des frontières de la pauvreté. Il décide de montrer à ces gens, à cette société qu'il a toujours vue comme un petit, qu'il peut être bien plus. Il peut présider un pays, diriger une société, devenir directeur d'une banque ou encore être un coach international en développement personnel, intervenant aux 4 coins du monde. Mais plus que tout, il veut offrir à sa famille la possibilité de renverser la situation. Il veut transformer ce regard qui a toujours été tourné vers le bas pour que les gens que sa famille appelle Rimbe, terme péjoratif désignant ceux des nobles, viennent un jour demander à sa famille des conseils, de l'inspiration, de la sagesse et pourquoi pas de l'argent. C'est cette vision qui devient son moteur, sa lumière. C'est ainsi qu'il prend la décision audacieuse et pleine de courage de quitter son environnement pour aller poursuivre ses études à l'extérieur. C'est un saut dans l'inconnu, un pari sur l'avenir. Il sait que son rêve n'est pas qu'une ambition personnelle, mais au moins de redonner dignité et fierté à sa famille, de transformer l'histoire de son nom, changeant les pensées de tous les jeunes comme lui dans sa famille, parmi lesquels grandir et devenir un grand griot. Il a grandi dans son village, un endroit qui était à la fois son havre de paix et son point de départ. Il a traversé les étapes scolaires de l'école élémentaire jusqu'au collège, dans ce même village devenu commune. Là, il vivait avec ses parents qui incarnent en lui des valeurs telles que la simplicité, la sagesse et l'honnêteté. Le chemin n'a pas toujours été facile. Parcours de l'élémentaire au collège. On se souvient quand il a été retenu une fois à l'entrée en classe de CI. La justification était qu'il était encore mineur. Sa taille était plus petite que celle des autres enfants de son âge. Mais ce n'était pas la première fois que la société lui disait qu'il n'était pas assez grand, pas assez fort, pas assez comme les autres. Pourtant, à chaque étape de sa vie, il a prouvé qu'il était plus que l'on attendait de lui. L'établissement scolaire souffrait de la pénurie d'enseignants, de moyens et de ressources. Mais malgré tout, il a toujours prouvé la force de briller. Il n'a jamais été du genre à se laisser abattre par la difficulté. Chaque échec n'était qu'une occasion de se relever plus fort. En dépit de tout cela, il a toujours été parmi les meilleurs de sa classe.
Pour lui, ne pas figurer parmi les 3 premiers n'était tout simplement pas une option. Ce n'était pas un échec, c'était une leçon, un pas vers la réussite. Chaque jour était une bataille, mais chaque jour il se battait pour sa famille, pour son village, pour ceux qui n'avaient pas la chance de rêver aussi grand que lui. Il savait qu'en réussissant, il ne sauverait pas seulement sa propre vie, mais il redonnait espoir à ceux qui l'avaient perdu. Il était une fois, lorsqu'il était en classe de C1, 3e année de l'école élémentaire, un événement marquant se produisit. Il tomba malade pendant le premier trimestre, un moment crucial où il avait vraiment l'intention de bien se préparer pour ses examens. Malade à la veille des compositions, il ne put se rendre à l'école malgré son désir de réviser. Son enseignant, conscient de sa détermination, tenta d'organiser une séance spéciale, mais la fièvre l'en empêcha. Refusant d'abandonner, il travailla seul à la lueur d'une lampe à pétrole. Son enseignant, aussi bienveillant qu'attentif, venait souvent l'encourager, lui rappelant qu'il n'était pas seul dans cette épreuve. Le matin des épreuves, sa grand-mère, qu'il appelait maman, le réveilla avec douceur. Malgré la fièvre, il répondit avec courage « Oui, maman », accompagné de sa sœur, sa jumelle. Il marcha plus de 2 kilomètres pour rejoindre l'école. Épuisé mais déterminé, il affronta 2 jours d'examen, convaincu que le simple fait de participer était déjà une victoire. Quelques jours plus tard, les résultats tombèrent. Les élèves furent surpris de le voir classé 9e. Certains compatissaient, d'autres se réjouissaient. Mais l'enseignant, plein de fierté, posa sa main sur son épaule et lui dit « Tu es malade, pas moins capable, tu restes parmi les meilleurs. » Ces mots l'émirent profondément. Pour la première fois, il se retrouva derrière sa jumelle, ce qui le blessa. Mais loin de se décourager, il retrouva vite sa place. Il termina l'année 3e de sa classe et obtint son CFE, certificat de fin d'études élémentaires, avec brio. Pourtant, dans le village, les critiques pleuvaient. Il n'ira pas loin, c'est un petit griot, il ne finira comme les autres. Mais lui, animé par une foi et une ambition inébranlables, poursuivit son chemin. L'été suivant, il partit chez sa grand-mère maternelle, celle qui allait devenir un pilier dans sa vie de lycéen. Pleine de sagesse et d'amour, elle l'aida à traverser ses années d'adolescence. Pendant ce temps, son village construisit un nouveau collège, plus éloigné. Par chance, ses parents achevèrent la construction d'une maison à 5 minutes de là. Ce fut un nouveau départ, une nouvelle maison, une nouvelle école, une nouvelle étape dans le parcours de ce futur étudiant étranger. Lui, qui était d'un naturel très sociable, recevait toujours des invités chez lui. Son sourire, sa gentillesse et son accueil sincère faisaient de lui une personne appréciée de tous. Pendant ces 4 années passées au collège, il ne manquait jamais une occasion de faire des pauses avec ses amis, les invitant chez lui pour grignoter un peu, boire du café et partager des moments conviviaux. Il était bien plus qu'un simple élève brillant. Il était un ami fidèle, toujours prêt à offrir son temps et sa compagnie à ceux qu'il considérait comme ses proches. Tout au long de son parcours au collège, de la 6e à la 3e, il comptait parmi les meilleurs élèves de sa classe. Son engagement dans ses études et son travail acharné faisaient de lui un modèle à suivre. Les matières scientifiques, en particulier, étaient son terrain de prédilection. Il obtenait régulièrement des notes exceptionnelles
Et en 5e et en 4e, il réussissait même à obtenir des scores parfaits. 20 sur 20 en mathématiques, en physique-chimie, etc. Maintes fois en 4e. Ces résultats étaient d'autant plus impressionnants qu'il ne vivait pas dans des conditions aussi favorables que celles de certains de ses camarades. Contrairement à eux, les enfants de parents riches qui avaient des voitures, des voyages à l'étranger et des vacances en ville, lui vivait dans une situation beaucoup plus modeste. Pourtant, ce contraste n'était jamais offrant à sa détermination. À cette époque, il voyait ses amis dont les parents travaillaient en Europe. Ces derniers voyageaient régulièrement et certains d'entre eux étaient même envoyés en Europe pour leurs études. Chaque fois qu'il voyait cela, il n'en ressentait aucune jalousie. Mais dans son esprit, cela lui paraissait aussi lointain que le ciel. Il ne s'imaginait pas un jour avoir la chance de poser le pied dans ces terres lointaines et encore moins d'y poursuivre ses études. Il n'avait jamais rêvé de cela parce que dans sa vision du monde à cet âge-là, cela semblait tout simplement hors de portée. Mais cette époque marquait déjà un tournant. Il n'était pas encore conscient que ces années de travail acharné et de sacrifice allaient bientôt porter leurs fruits. Sa vision du monde allait changer et ses rêves, jusqu'alors enfouis sous des couches de réalisme et de modestie, allaient petit à petit émerger. Il n'avait pas encore l'audace d'oser rêver grand, mais le destin avait déjà tracé son chemin. Et ce chemin allait le mener bien plus loin qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Lorsque lui et ses parents déménagèrent dans leur nouvelle maison, les difficultés étaient loin d'être terminées. En effet, la maison n'était pas encore équipée des ressources de base. Il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau courante. L'électricité ne serait installée que 10 ans plus tard et l'eau ne viendrait que 5 ans après. N'en parlons même pas d'Internet. Le quotidien de ce jeune collégien était donc marqué par une routine bien loin de celle de ses certains camarades qui vivaient dans des conditions plus modernes. Chaque matin, avant d'aller à l'école, ou même parfois le soir, voire la nuit, il partait avec sa charrette et son âne pour aller chercher de l'eau. Cela faisait partie de ses devoirs quotidiens. Une tâche épuisante mais nécessaire. Parfois, il n'était même pas seul dans cette épreuve. Un ou deux de ses amis l'accompagnaient régulièrement pour aller remplir les bidons. Et ce sont ces amis qu'il appellera plus tard ses meilleurs amis. Ce rituel qui paraissait presque normal pour lui parce qu'il fallait qu'il fasse pour lui, mais surtout pour sa famille, était une lourde charge, surtout au début, lorsqu'il était en 6e. Mais au fil des mois, cela devint une routine à laquelle il s'adaptait, aussi épuisante soit-elle. Il fallait bien qu'il le fasse. Cette situation avait des conséquences sur ses études. La fatigue s'accumulait, le manque de sommeil devenait une réalité presque quotidienne et il lui arrivait de ne pas pouvoir réviser la nuit, faute d'électricité. Quand il tentait de travailler, c'était dans des conditions misérables. Parfois avec une bougie ou une lampe de poche qu'il devait économiser. Rien de tout cela ne l'étonnait plus. À l'école élémentaire, il avait déjà l'habitude de réviser avec des lampes à pétrole la nuit, faute de mieux. Mais ce n'était pas la seule difficulté qu'il rencontrait. Le collège où il était scolarisé, situé tout près de chez lui, était également dans une situation précaire. Inauguré avec enthousiasme, il manquait cruellement de ressources et d'infrastructures. Il n'y avait ni électricité, ni ordinateur, ni bibliothèque, ni laboratoire de sciences. Les enseignants, déjà peu nombreux, peinaient à couvrir toutes les matières. Le futur étudiant, comme ses camarades, devait apprendre dans des conditions difficiles, mais il n'avait pas le choix. Il fallait bien qu'il continue. Le matériel pédagogique faisait défaut à tel point qu'il n'avait jamais vu un microscope, ni les outils de physique de base
comme des multimètres, des ampéromètres, des voltmètres ou même des moteurs, des fils électriques, des pipettes ou des éprouvettes graduées. Ces objets qu'il n'avait jamais touchés étaient pour lui un pur concept, une abstraction qu'il n'arrivait à visualiser que dans son esprit ou à travers les mots de ses enseignants. C'était difficile à croire, mais il n'avait vu ces objets que dans les livres ou dans les récits de ses professeurs. Quand on lui parlait de Lavoisier, de Thalès ou de Pythagore, c'était comme s'il écoutait des légendes. Ces grands noms de la science semblaient si éloignés de son quotidien. Il ne savait même pas ce que signifiaient réellement certains termes qu'on lui enseignait, comme les produits chimiques, les réactions ou les explosions. Il écrivait des équations sur son cahier, mais il ne pouvait même pas imaginer ce que cela représentait dans la réalité. Les réactifs, les produits chimiques, les expériences, tout cela n'était que des mots pour lui, des concepts sans corps ni forme. Malgré tout cela, le futur étudiant ne se laissa pas abattre. Il restait brillant, persévérait dans ses études et obtenait de bonnes notes. Ces résultats étaient une preuve de sa détermination et de son travail acharné. La patience, l'endurance et la résilience étaient ses armes. Il savait que rien n'était facile, mais il n'avait pas le choix. Il devait réussir. Il comprenait au fond de lui que son parcours ne serait pas une simple ligne droite. Il allait devoir faire face à de nombreux obstacles, parfois invisibles, parfois bien réels. Et malgré les épreuves, il continuerait à avancer, car il savait qu'il n'avait pas d'autre choix. La route était difficile, mais son rêve de réussir, d'aller plus loin, de prouver qu'un enfant né dans la pauvreté, dans des familles comme la sienne, pouvait conquérir le monde, était plus fort que tout. Après tous ces problèmes auxquels il a dû faire face tout au long de son parcours scolaire, du primaire au collège, il est évident que les défis étaient nombreux. Non seulement il vivait des difficultés sociales et financières à la maison, mais il devait également composer avec des conditions de vie difficiles, marquées par le manque de ressources et d'infrastructures. Ces problèmes se répercutaient sur sa vie sociale, son éducation et sa vision du monde. Au-delà des privations matérielles, ce qui le rongeait de l'intérieur, c'était cette relation complexe et difficile qu'il entretenait avec sa professeure d'espagnol. Elle, qui l'admirait sincèrement pour ses qualités humaines et son intelligence, ne parvenait pas à comprendre la source de son comportement. Car ce jeune homme, malgré les apparences, n'était pas un élève perturbateur. Il était au fond de lui un jeune homme timide, bien éduqué, respectueux, toujours souriant et qui s'efforçait de participer activement aux cours. Il était de ceux que l'on qualifie souvent de bons élèves. Celui qui se montre assidu et humble. Mais comme on le dit souvent, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Eh bien, qu'il fut entouré d'amis sincères, il s'était laissé à un moment donné influencer par un petit groupe d'élèves plus turbulents. Ses camarades de classe, à la fois source de réconfort et de pression, ont causé la diminution de son natation, à le pousser parfois à négliger certaines responsabilités. Ce groupe, d'un côté un peu révolté, semblait ne pas comprendre la profondeur de son potentiel. Mais ce futur étudiant avait un but bien précis. Il savait qu'il était capable de grandes choses. Il avait en lui ce feu qui pouvait briller un jour au-delà des frontières de son village, de son pays, de son continent. Mais il sentait aussi qu'il n'était pas encore prêt à prendre en main son propre destin. Il y avait des moments où, malgré lui, il se retrouvait à perturber les cours, à bavarder, à distraire, comme s'il voulait effacer l'image du jeune futur étudiant trop chaleureux, trop discret, et se fondre dans la masse. Mais en lui, une voix intérieure le contestait, lui rappelant qu'il était fait pour autre chose, que son ambition et son combat est différent de ceux des autres. Cette lutte intérieure était ce qu'il vivait au quotidien,
un combat entre ses aspirations profondes et la réalité du groupe dans lequel il évoluait. Il savait que son corps était pur, qu'il était capable de réaliser des merveilles s'il parvenait à se libérer de l'emprise de certaines influences négatives. Il s'efforçait de maintenir de bonnes notes, de rester brillant dans les matières où il était vraiment passionné. Il s'efforçait de maintenir de bonnes notes, de rester brillant dans les matières où il était vraiment passionné. Les mathématiques, la physique, la chimie, en sciences de la vie et de la terre, en français et un peu en anglais. Des matières dans lesquelles il excellait naturellement étaient des échappatoires, des refuges où il pouvait s'exprimer sans contrainte, sans avoir à se soucier des jugements des autres. Là, dans les chiffres et les équations, il était libre. Il se sentait maître de son destin, mais au fond, il savait que ses difficultés sociales, ses désaccords avec sa professeure, cette lutte contre ses propres démons internes finiront par l'affecter à un moment ou un autre. Comme un nuage qui se forme lentement à l'horizon, ses choix commenceraient à le rattraper. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer à vivre entre ces deux mondes sans en subir les conséquences. Ce n'était qu'une question de temps avant que ces tensions internes ne deviennent plus fortes que ses aspirations. Malgré cela, il se battait. Il se battait pour être ce qu'il savait qu'il était destiné à devenir. Il se battait pour ses rêves, pour l'espoir qu'un jour il pourra regarder en arrière et voir que tout ce qu'il avait enduré n'avait pas été vain. Il savait que chaque épreuve était une étape dans son voyage, que chaque difficulté était une leçon qu'il apprendrait et qui le rendrait plus fort, plus résilient. Fin de chapitre.